Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le lundi 29 avril, le Parisien consacrait sa une au climat de terreur qui s'intensifie en Iran ces dernières semaines. Récemment, un célèbre rappeur, symbole de la contestation du régime, a été condamné à mort et plus largement, depuis le 13 avril, la police des mœurs a réinvesti les rues à l'appel du pouvoir qui est détenu par des religieux. Les femmes qui ne portent pas le voile ou qui le portent mal sont désormais systématiquement arrêtées. Cet épisode de Code Source est raconté par Charles de Saint-Sauveur, chef du service international du Parisien. Il a rencontré la famille de Narges Mohammadi, l'une des figures de l'opposition iranienne, lauréate du prix Nobel de la paix 2023. Charles de Saint-Sauveur, le mardi 23 avril, vous vous rendez dans un appartement situé dans l'Est parisien où vous accueille le mari et les deux enfants, le fils et la fille de Narges Mohammadi, une opposante iranienne de 52 ans incarcérée en Iran depuis 2021. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette famille ? C'est une famille en apparence normale, puisqu'il y a deux ados de 17 ans, des jumeaux, et puis un papa un peu taiseux, comme ça, qui les couvre du regard. Deux adolescents qui s'apprêtent à passer leur bac français, un peu comme beaucoup de jeunes de leur âge. Sauf qu'évidemment, derrière cette apparence de normalité, il y a évidemment une vie qui est tout à fait inhabituelle. Dans le couloir de l'appartement trône un grand portrait de leur mère, Narges Mohammadi. Elle est comment sur cette photo ? Un visage rayonnant, grand sourire, pas de voile, et un visage qui est cerné de grandes boucles brunes. Enfin vraiment, c'est un portrait qui a dû être pris il y a une toute petite dizaine d'années, peut-être un peu moins, qui est dans le couloir qui distribue toutes les pièces, donc impossible de la louper. D'ailleurs, les enfants disent qu'elle est avec eux tout le temps, comme ça. Et les enfants, ils n'ont que ce moyen pour la voir, puisqu'ils ne l'ont pas vue en vrai depuis presque 10 ans. Vous allez nous raconter comment s'est déroulée cette rencontre et comment Narges Mohammadi est devenu un symbole de la lutte pour les droits humains en Iran. Charles de Saint-Sauveur, pour bien comprendre tout ça, on va d'abord faire un peu d'histoire en remontant à l'année 1979, année très importante puisqu'à ce moment-là, l'Iran connaît une révolution, un renversement de régime. Oui, un renversement de régime qui est dominé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale par Reza Pahlavi, qui est le Shah d'Iran, le souverain d'Iran. C'est un régime qui n'a pas su se faire aimer du peuple et qui progressivement s'est coupé de toute adhésion populaire jusqu'à un grand soulèvement en 1978 avec plein de factions différentes, religieuses, mais pas seulement politiques, marxistes par exemple, nationalistes. Tout cet agrégat de mécontentement finit par dégénérer en grève générale et le Shah, qui est malade, il souffre d'un cancer, ne tient plus du tout son pays, finit par s'exiler. Le Premier ministre, qui est nommé à l'époque pour essayer de concilier un peu tous les mécontentements, n'a plus d'autre choix que de faire revenir d'exil l'ayatollah Ruhollah Khomeini, qui est ayatollah, c'est vraiment un chef religieux, une des figures religieuses les plus importantes d'Iran, qui vit à Neauphle-le-Château en banlieue parisienne. Il est exilé depuis 1964. Il revient à Téhéran, il est ovationné par la foule le 1er février 1979. Ça aboutit en avril 1979, 2 mois après le retour de l'ayatollah Khomeini, à l'instauration de la République islamique d'Iran. Mais d'abord l'Iran qui ce matin a définitivement changé de visage. Une seule loi, celle du Coran, un seul régime désigné par l'ayatollah Khomeini. Qui dirige le pays à partir de ce moment-là ? Comment ça fonctionne ? Alors, ce sont clairement les religieux qui finissent par contrôler le pays. C'est pas n'importe quel islam, c'est l'islam chiite qui est dominant en Iran, qui a un guide suprême à la tête de la nation, qui est la figure centrale, la plus respectée, la plus écoutée, celle qui donne le là. Et en dessous, donc il y a effectivement un président de la République qui est aussi un religieux, qui s'appelle Ali Khamenei, qui deviendra ensuite le guide suprême lorsque l'ayatollah Khomeini mourra. Il y a tout un corps social qui sont les gardiens de la révolution, qui sont ceux qui sont censés tenir un petit peu les idéaux de la révolution. En fait, toute la société s'organise autour de ce pouvoir religieux qui contrôle l'appareil judiciaire, l'appareil politique et l'appareil parlementaire. Dans les années qui suivent, de nombreuses lois sont mises en place pour encadrer ce qu'on appelle les mœurs, et un bon nombre d'entre elles visent à restreindre la liberté des femmes. Le discours qui est fondamental de ce point de vue-là, c'est le discours de l'ayatollah Khomeini qui est début mars, donc vraiment 1 mois après son retour d'exil. Il dit en gros, les femmes doivent porter le hijab, c'est-à-dire le voile. C'est le porte-étendard du nouveau régime, son pilier. Il y a d'autres mesures qui sont prises.
qui brime de plus en plus le droit des femmes. La polygamie, par exemple, qui redevient légale. L'âge du mariage des filles, qui est fixé à 9 ans contre 15 ans sous le Shah d'Iran. Pour appliquer tout cela, il y a la police des mœurs, les patrouilles, les fameuses fourgonnettes blanches que les Iraniens et surtout les Iraniennes connaissent bien et qui patrouillent très régulièrement dans les rues du pays, avec effectivement des effectifs de police, mais aussi des femmes en tchador qui n'hésitent pas à arrêter brutalement et à emmener de force les femmes qui ne respecteraient pas exactement le port du voile obligatoire. Tous ces changements surviennent lorsque Narges Mohammadi est encore enfant. Elle n'a que 7 ans au moment de la révolution islamique. Qu'est-ce qu'elle devient ensuite ? Quand elle grandit ensuite dans ce nouveau régime, assez rapidement, elle devient une lycéenne engagée pour la défense des droits humains, et révoltée par exemple, les détentions en prison, la torture, la peine de mort, le sort réservé aux femmes. Donc tout ça commence à grandir en elle. Elle fait des études d'ingénieur en physique, commence une carrière professionnelle, mais se voit assez rapidement licenciée. Là, c'est vraiment un coup porté par le régime pour ses activités militantes. Et de la même façon, dans son hobby le plus cher, l'alpinisme, elle qui adorait les courses en montagne, se voit là aussi interdite d'ascension et doit renoncer à cette passion. Elle est arrêtée et incarcérée une première fois en 1998 quand elle a 26 ans. Elle passe 1 an en prison et à sa sortie, elle épouse le journaliste Taghi Rahmani. Qui est cet homme en quelques mots ? Lui, c'est déjà une figure, à l'époque, une figure célèbre de l'opposition. Elle rencontre Taghi Rahmani en 1996, lors d'un cours clandestin sur l'histoire de la société iranienne. Cours auquel elle participe, elle a 24 ans, elle est étudiante. Lui en a 37, c'est déjà un militant confirmé. Il fait l'objet d'une mobilisation internationale. C'est un nom qui est très connu dans les années 90 pour son opposition au régime, pour ses écrits. Et d'ailleurs, il détient à l'époque le record d'années de détention en prison pour raisons politiques. Ensemble, ils ont 2 enfants, des jumeaux, Ali et Kiana. Le père, Taghi Rahmani, passe une grande partie de la décennie 2000-2010 en prison. D'après l'ONG Reporters sans frontières, il est le journaliste le plus fréquemment emprisonné en Iran. En 2012, il décide de quitter le pays pour s'exiler en France, mais son épouse, Narges Mohammadi, décide quant à elle de rester en Iran avec les enfants. Lui n'a pas vraiment eu le choix, il a été détenu longtemps et là, il savait qu'il allait être à nouveau arrêté et que cette arrestation risquait de lui être fatale. Alors il décide de partir en exil. Il se souvient des adieux déchirants avec sa femme et ses enfants lors d'une nuit glaciale. Elle fait le choix de rester. C'est déjà une militante confirmée et qui sait que son combat portera beaucoup plus s'il est fait de l'intérieur de l'Iran. Elle prend un risque évidemment très important. Les enfants, eux, rejoindront leur père en exil en 2015 à Paris, après une nouvelle arrestation de leur mère. Dans les années 2010, Narges Mohammadi multiplie les allers-retours en prison. Elle s'est engagée vraiment résolument dans la défense des droits humains, pour le droit des femmes, contre la torture en prison, contre les exécutions. Tous ses écrits, toutes ces prises de parole, toutes ces activités la conduisent immanquablement à être poursuivie par les tribunaux. Alors au début, c'est un petit peu en tant que femme d'eux, parce que c'est son mari qui est principalement détenu, c'est lui l'opposant célèbre. Et puis très progressivement, et surtout après le départ de son mari en exil, c'est elle qui est en première ligne et elle est poursuivie en tant que Narges Mohammadi, une opposante qui fait de plus en plus parler d'elle. Elle est à nouveau arrêtée et emprisonnée pour la 13e fois en 2021 et condamnée à plusieurs peines qui se cumulent, soit plus de 10 ans de prison au total. Charles de Saint-Sauveur, la même année, le 18 juin 2021, un nouveau président est élu à la tête de la République islamique d'Iran avec plus de 72% des voix. Il s'appelle Ebrahim Raïssi et succède à Hassan Rouhani, qui a exercé cette fonction pendant 8 ans. Qui est ce nouveau président, Ebrahim Raïssi ? Alors Ebrahim Raïssi, c'est un apparatchik religieux qui a fait sa carrière dans l'appareil judiciaire jusqu'à devenir le chef de l'appareil judiciaire répressif. Il s'est distingué notamment en 1988, juste après la guerre Iran-Irak, par toute la vague d'exécutions massives. En gros, ils ont pris tous les prisonniers politiques, ils les ont exécutés sommairement ou pendus. Il a été un des acteurs de cette répression épouvantable, à tel point qu'il a hérité d'un surnom, le boucher, ou le boucher de Téhéran. Comment ça se passe une fois qu'il arrive au pouvoir ? À partir de son élection, tous les pouvoirs en Iran, religieux, avec Ali Khamenei comme guide suprême, président, Ebrahim Raïssi, judiciaire, parlementaire, tous les pouvoirs sont aux mains des plus durs. L'élection d'Ebrahim Raïssi, quelque part, enfonce le clou de cette dérive du pouvoir vers un durcissement total.
Le vendredi 16 septembre 2022, une jeune Iranienne d'origine kurde de 22 ans, Mahsa Jina Amini, meurt dans un hôpital de Téhéran, 3 jours après avoir été arrêtée et embarquée par la police des mœurs. Elle était depuis plongée dans le coma. Charles de Saint-Sauveur, qu'est-ce qu'on sait des circonstances de sa mort ? On sait que c'est une jeune vendeuse de vêtements, qu'elle venait à Téhéran avec son frère. C'est pas du tout une militante. On sait qu'a priori elle portait le voile, mais qu'il laissait passer quelques mèches. Il y a effectivement une patrouille de la police des mœurs qui l'a arrêtée, qui l'a emmenée de force. À partir de là, évidemment, les versions divergent. La plus probable, malheureusement, c'est qu'elle a été tabassée et qu'elle a fini par succomber après 3 jours de coma à l'hôpital. Les autorités iraniennes, elles, se sont défendues en disant qu'elle avait fait un malaise et que son arrestation n'était pour rien dans sa mort. L'annonce de sa mort est le point de départ d'un mouvement de protestation de grande ampleur en Iran. Ça commence au Kurdistan, la région dont était originaire Mahsa Jina Amini. La population kurde est réprimée de longue date par le pouvoir chiite iranien. Donc là, il y a un départ de feu qui est immédiat. Et puis très rapidement, l'embrasement se propage partout dans les villes, près de la jeunesse. Des femmes, mais aussi des hommes. Ils n'en peuvent plus de ce régime. Les femmes se coupent les cheveux, enlèvent le voile, le mettent au bûcher. Il y a des manifestations. De toutes les fenêtres jaillissent des slogans comme « À mort le dictateur »,« À bas le régime », et puis des manifestations qui drainent des dizaines de milliers de personnes dans les rues, avec effectivement des attaques de commissariats. Le régime, là, vraiment commence à perdre le contrôle. Ce mouvement, baptisé par les manifestants et manifestantes « Femmes, vie, liberté », est très sévèrement réprimé par le régime. Oui, c'est un régime qui est notoirement corrompu, incompétent et liberticide, et qui a fini par perdre tout contact avec sa population. En gros, il est soutenu par une vingtaine de pourcents de cadres fonctionnaires qui lui doivent tout, et puis de religieux qui continuent à croire à tous ces discours. Pour les autres, c'est vraiment peine perdue. Donc qu'est-ce qui reste, au fond, à ce régime ? Le fusil, la matraque et la corde, c'est-à-dire en gros la répression la plus brutale. La répression menée par le régime est très dure, plus de 500 morts. Après, les chiffres sont évidemment toujours compliqués à établir dans un régime qui a totalement fermé les écoutilles, où il est très difficile d'avoir des informations. Il y a aussi la logique de terreur que le régime impose. Et pour ça, elle a un système qui est très bien rodé depuis longtemps. C'est les procès qui envoient à la potence quelques figures comme ça de la contestation, souvent des gens de la classe moyenne. 9 à ce jour ont été pendus pour leur participation aux manifestations de l'automne 2022. À la fin de l'année 2022, depuis sa cellule, Narges Mohammadi fait parvenir à la BBC, la chaîne publique britannique, une lettre adressée à l'ONU dans laquelle elle dénonce les sévices que subissent en prison les jeunes femmes arrêtées pendant les manifestations. Oui, elle parle notamment des abus sexuels en prison. Narges Mohammadi a pris l'habitude d'envoyer des messages depuis la prison. Alors elle les fait sortir sans doute avec la complicité d'autres détenus qui, eux, ont accès à l'extérieur. Ça reste un mystère, mais en tout cas, elle y arrive et plutôt régulièrement. Qu'est-ce qu'on sait à ce moment-là plus globalement des conditions de sa détention ? On sait qu'elle est enfermée actuellement à la prison d'Evin, qui est la tristement célèbre prison de Téhéran, où sont détenus beaucoup de prisonniers politiques, là où effectivement il y a aussi des pendaisons. Alors, elle est à la section 209, dans le quartier des femmes. Elle vit avec 62 détenus. Elle a elle-même fait part dans ses messages de ses conditions. Pas question de s'apitoyer sur son sort. Elle dit qu'elle lit, qu'elle participe à des réunions féministes, qu'elle regarde des films, qu'elle a des discussions avec ses co-détenus. Elle assure une sorte de leadership dans sa cellule. C'est vraiment une des figures les plus connues de l'opposition iranienne. Aussi parce qu'elle a enduré les sévices du régime, mais aussi des longues années de prison, qu'elle a un courage qui force l'admiration. Est-ce qu'elle donne des informations sur son état de santé ? Elle en donne très peu. Par contre, on sait par ses soutiens qu'elle a toujours des gros problèmes de santé. Elle souffre de problèmes pulmonaires, de problèmes cardiaques qui sont clairement liés à son régime carcéral, à tout ce qu'elle a subi, notamment l'isolement. On sait aussi que, comme elle refuse catégoriquement d'être voilée, elle n'avait pas pu, par exemple, aller à l'hôpital pour une opération qu'elle devait subir. Son entêtement a fini par payer, puisqu'elle a eu à la fin gain de cause. Elle est vraiment prête à aller très très loin pour défendre ses droits et défendre les droits des Iraniennes. Au début de l'année 2023, le pouvoir iranien amnistie et libère de nombreux manifestants emprisonnés. La contestation dans les rues se tarit, mais pas les actes de désobéissance.
Il y a une période de flottement après les manifestations. Le pouvoir iranien réfléchit à la suite à donner. C'est une période de flottement qui permet aux femmes de faire tomber en quelque sorte le mur de la peur. De plus en plus de femmes iraniennes sortent non voilées. On dit que par exemple à Téhéran, quasiment 70% des femmes ne sont plus voilées, ou alors le gardent dans le sac, ou elles le jettent négligemment sur l'épaule. C'est ce qu'on appelle le just in case, au cas où la police des mœurs passe par là, et à ce moment-là, elles le remettent très vite sur la tête. À partir du mois d'août, le régime procède à une nouvelle vague de répression envers les femmes qui veulent défier les lois en ne portant pas le voile ou encore, par exemple, en conduisant un deux roues. Oui, à l'été 2023, le régime reprend en quelque sorte les rênes avec une loi qui durcit les sanctions contre les femmes qui ne portent pas le voile dans les lieux publics, avec évidemment des sanctions financières à la clé. C'est le nerf de la guerre pour le régime, puisque en sanctionnant d'amendes très lourdes parfois les femmes, elles sanctionnent les familles. Et tout ça dans une société qui peine à joindre les deux bouts, qui est minée par la crise. Donc ça fait une sorte de pression sur les femmes. C'est la grande perversité, la grande subtilité de ce régime. En contrôlant le corps des femmes, il contrôle le corps social en quelque sorte. Le vendredi 6 octobre 2023, l'Académie Nobel en Suède décerne son prestigieux prix Nobel de la paix à Narges Mohammadi. The Nobel Peace Prize for 2023, Narges Mohammadi, for her fight against the oppression of women in Iran. Charles de Saint-Sauveur, cette distinction, aussi symbolique soit-elle, n'a aucune conséquence pour le pouvoir iranien, j'imagine. Non, aucune, sont assez peu perméables aux sanctions. En revanche, pour Narges Mohammadi, ce prix Nobel, il a un prix. C'est qu'elle ne peut plus, depuis qu'elle l'a reçu, parler à personne. Avant, elle avait deux possibilités de contact en Iran, notamment sa sœur. Et depuis le Nobel, elle ne peut plus leur parler. Ce sont ces deux enfants qui se rendent le 10 décembre à Oslo, en Suède, pour récupérer le prix Nobel au nom de leur mère. Woman, life, freedom. On en revient au début de cet épisode de Code Source. Charles de Saint-Sauveur, ces deux enfants, vous les rencontrez le mardi 23 avril à Paris, où ils vivent désormais depuis 2015 avec leur père. Ils sont au lycée. Qu'est-ce qu'ils vous disent d'abord de leur enfance et de leurs parents ? Ils n'ont connu leurs parents ensemble que 4 ans, parce qu'après ça a été une succession de quand l'un était en prison, l'autre les gardait, et vice-versa. Ils disent qu'ils se sont habitués, il n'y a pas de pathos dans leurs propos, et puis maintenant qu'ils sont adolescents, qu'ils ont une conscience politique, et surtout depuis le Nobel, ils savent pourquoi leurs parents se battent. Il y a une forme de résignation, mais aussi de compréhension, et notamment chez Kiana, la jumelle, qui, avant le Nobel, s'intéressait finalement assez peu aux activités de sa mère, et qui depuis s'y intéresse beaucoup plus. Est-ce qu'ils ont encore l'espoir de revoir leur mère un jour ? On sent que l'espoir, il est, on va dire, assez mince, malgré tout. Narges, leur mère, a été condamnée à plus de 30 ans de réclusion. Plus elle envoie des messages à l'extérieur, plus elle est condamnée. Ça l'éloigne toujours un peu plus du moment où elle pourra serrer ses enfants dans les bras. En gros, soit le régime tombe et ils la retrouveront, soit le régime continue et c'est peine perdue. Ces deux enfants et leur père, Taghi Rahmani, est-ce qu'ils sont inquiets de la répression qui s'accentue de jour en jour, surtout envers les femmes en Iran, mais pas seulement ? Ils sont très inquiets. Ils observent avec beaucoup d'acuité ce qui se passe en Iran, notamment depuis le 13 avril, qui est le jour où l'Iran a lancé ses missiles sur Israël, mais de façon moins évidente. En fait, c'est le jour où les camionnettes blanches de la police des mœurs sont revenues massivement dans les rues d'Iran pour arrêter les femmes qui portaient mal le voile. Le 13 avril, c'est vraiment un tournant dans le durcissement du régime iranien. Et le symbole de cette répression, c'est la condamnation à mort du rappeur Toumaj Salehi, qui était une des figures du mouvement Femmes, Vie, Liberté de l'automne 2022. On craignait qu'il soit condamné à mort. Le régime a fini par le faire. Un rappeur, un homme, donc on peut exécuter plus facilement. Le dimanche 19 mai, le président iranien Ebrahim Raïssi meurt dans l'accident de l'hélicoptère qui le ramenait d'une visite à son homologue, le président d'Azerbaïdjan. Sa disparition est confirmée par les médias iraniens dans la soirée.
Le lendemain, le guide suprême du régime, l'ayatollah Khamenei, nomme un nouveau président par intérim en attendant de nouvelles élections programmées le 28 juin. Charles de Saint-Sauveur, on a dit dans ce podcast que le président Raïssi avait participé depuis son élection au durcissement du régime. Est-ce que sa mort peut désormais ouvrir la voie à un assouplissement ? Sans doute pas, puisque la ligne dure du régime vient directement du guide suprême Ali Khamenei. Le régime trouvera d'autres personnes que Raïssi pour incarner cette ligne très dure. Évidemment, on va beaucoup observer ce qui va se passer dans les 50 prochains jours jusqu'à l'élection présidentielle, puisque les candidats qui seront habilités seront très certainement des durs, issus des rangs du service de renseignement iranien ou des gardiens de la révolution. On peut s'attendre à ce que les modérés, entre guillemets, puisque en Iran, modéré, on ne l'entend pas comme chez nous, que les modérés donc n'aient pas voix au chapitre dans cette élection. Charles de Saint-Sauveur, de son côté, Narges Mohammadi a réussi, encore récemment, à faire passer des messages en dehors des murs de sa prison. L'un des derniers en date, c'est celui qu'elle adresse à la communauté internationale pour appeler à la mobilisation pour le rappeur Toumaj. Elle en fait régulièrement des messages, elle y arrive, notamment après son Nobel. Elle avait dit que cette distinction l'honorait et qu'elle continuerait à se battre sans relâche contre le régime, qu'au contraire, ça lui donnait de la force pour défier les autorités et pour faire triompher les droits humains. Puis, le 28 novembre dernier, elle n'a pas oublié de souhaiter l'anniversaire de ses deux enfants, Ali et Kana, qui fêtaient sur là leurs 17 ans, et leur envoyer un message déchirant, puisqu'elle ne les a pas vus depuis 9 ans, pour leur dire toute sa tendresse et qu'elle était triste de ne pas pouvoir les serrer dans ses bras. Merci à Charles de Saint-Sauveur. Code Source, c'est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Parlez-en autour de vous et surtout laissez-nous des commentaires et des petites étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est ce qui nous aide le plus à nous faire connaître. Cet épisode a été produit par Clara Garnier-Amouroux, Barbara Gouy et Raphaël Pueyo. Réalisation Pierre Chaffanjon. Ne ratez pas les 2 autres podcasts du Parisien, Crime Story, une affaire criminelle racontée chaque samedi, et le mercredi, un ou une médaillée d'or olympique ou paralympique raconte son parcours dans notre podcast Le Sacre, un nouvel épisode chaque semaine jusqu'au 24 juillet.